Vous vous souvenez du Venezuela ? Lorsque le président Trump a envoyé des forces spéciales à Caracas pour capturer l'ancien président Nicolás Maduro en pleine nuit, début janvier, la plupart d'entre nous pensions que ce serait la plus grosse actualité de l'année. Si seulement nous avions su. La couverture médiatique frénétique de ce que cette arrestation signifiait pour l'Amérique latine était d'autant plus intense que, quelques mois plus tôt, Washington avait publié sa stratégie de sécurité nationale. Cela mettait davantage l'accent sur l'Amérique latine, ce qui était perçu comme un retour à la doctrine Monroe qui avait guidé les États-Unis au XIXe siècle. En résumé, les Amériques étaient à l'arrière-cour de Washington et que toutes les autres puissances devraient en rester à l'écart. Cela signifiait que les États-Unis allaient désormais se focaliser sur l'Amérique latine en donnant la priorité à l'installation de compagnies pétrolières au Venezuela et à la querelle avec Cuba, plutôt qu'à une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite ? Le Venezuela a disparu des gros titres, remplacé d'abord par les querelles de Trump avec l'Europe, puis par la guerre avec l'Iran. Bien que le cycle médiatique ait changé, la situation n'est pas restée figée au Venezuela. Sous la vice-présidente Dulcy Rodríguez, le gouvernement a discrètement mais radicalement purgé le cercle proche de Maduro, écartant ses fidèles des postes clés, semble-t-il au sud de Washington, et parfois avec son encouragement implicite. L'impact a été une transformation silencieuse de la société vénézuélienne, quelque chose qui aurait été impensable il y a seulement 4 mois. Purges. Dans l'immédiat, après l'arrestation de Maduro en janvier, Iria Pioza, chercheur principal au Atlantic Council, a écrit que sa remplaçante, Dulcy Rodríguez, tentait un exercice d'équilibre intenable. Elle devait rassurer Washington, car Trump avait clairement dit qu'elle paierait plus cher que Maduro si elle ne se conformait pas à ses attentes. D'autre part, elle devait aussi maintenir l'unité du régime chaviste que Maduro avait laissé derrière lui, afin d'éviter une fracture interne ou un coup d'État militaire. Au début, Rodríguez s'avançait prudemment, calmant Trump sans froisser les partisans les plus radicaux. Elle a prononcé un discours enflammé quelques heures après l'arrestation de Maduro, exigeant sa libération et affirmant qu'il était le seul président. Plus important encore, elle a prononcé ce discours entouré de ce qu'elle appelait le Conseil national de défense du Venezuela, composé du ministre de la Défense, du procureur général et des présidents de l'Assemblée nationale et du pouvoir judiciaire, tous alliés de Maduro. Le message, ainsi que le fait qu'elle l'ait prononcé entourée de fidèles de Maduro, visait à signaler aux partisans les plus durs du régime qu'elle faisait toujours partie des leurs et que le régime restait uni. Quelques heures plus tard, son ton changea. Elle a déclaré sur Telegram qu'il était prioritaire pour les États-Unis et le Venezuela d'établir une relation équilibrée et respectueuse, invitant Washington à coopérer sur un programme de développement commun. Dire des choses contradictoires à différents groupes peut parfois fonctionner pour les politiciens si les enjeux sont faibles, mais personne ne pensait que Rodríguez pourrait continuer ainsi longtemps. À un moment donné, elle devrait cesser de jouer les équilibristes et embrasser directement soit Washington, soit les derniers chavistes à Caracas. Et selon Pioza, le choix était évident. Compte tenu des capacités militaires écrasantes de Washington, Rodríguez devrait purger les durs et consolider le pouvoir autour d'un cercle de fidèles prêts à collaborer avec les États-Unis. Moins de 4 mois plus tard, il semble qu'elle ait fait ce choix. Selon le New York Times, depuis l'arrestation de Maduro, Rodríguez a remplacé 17 ministres, remanié la direction militaire, nommé de nouveaux diplomates et supervisé la détention d'au moins 3 hommes d'affaires liés à son prédécesseur. La liste des personnes limogées ressemble à un véritable annuaire des personnalités de l'ère Maduro. Le général Vladimir Petrino López, autrefois considéré comme l'un des hommes les plus puissants du Venezuela et le ministre de la Défense ayant servi le plus longtemps sous Maduro, a été démis de ses fonctions et réaffecté à la tête du ministère de l'Agriculture. C'était une chute importante pour un homme ayant dirigé l'armée vénézuélienne plus de 11 ans, considéré comme l'une des principales menaces au pouvoir de Rodríguez. Pour réduire son influence, Rodríguez a remplacé la direction militaire du Venezuela. Un général a confié au Times que de nombreux citoyens voyaient Nkotu le renvoi des hautes commandants comme le début d'une refonte bien plus profonde des forces armées vénézuéliennes, pilotées par les États-Unis. En dehors de l'armée, Rodríguez a aussi visé d'autres alliés de Maduro, dont Tareq William Saab, l'ancien procureur général présent à ses côtés lors de son discours en janvier. Il a été limogé, obtenu un poste de consolation, puis de nouveau limogé. Alex Saab, homme d'affaires colombien ayant gagné des milliards grâce à des contrats préférentiels dans le commerce alimentaire et pétrolier et inculpé par les États-Unis pour corruption, a été démis de ses fonctions de ministre de l'Industrie du Venezuela puis détenu à la demande de Washington. Washington et Caracas négocient actuellement son sort, ce qui pourrait inclure son extradition vers les États-Unis pour y être jugé.
Rodriguez aurait aussi supervisé la détention de 2 autres hommes d'affaires influents proches de Maduro, dont Raúl Gorin, président d'une chaîne d'information locale diffusant en continu. Et Wilmar Aperti, un magnat du pétrole qui s'est fait connaître après avoir aidé à acheminer du carburant dans le pays lors d'une grève en 2002-2003 à la compagnie pétrolière d'État. Les responsables limogés ont été remplacés par des alliés de Rodriguez, dont de jeunes chavistes moins liés au mouvement et des fils de l'aristocratie du parti au pouvoir, qui sont plus intéressés à récolter les fruits de l'économie de marché qu'à préserver l'héritage de Hugo Chavez. Caracas affirme que les purges visent à rendre le Venezuela plus démocratique et à éliminer la corruption historique, ce que conteste l'opposition vénézuélienne. Il voit que les actions de Rodriguez comme une tentative de consolider ses positions en vue d'éventuelles élections à venir. Bien qu'il soit indéniable que Rodriguez utilise les purges pour consolider sa position, il était clair que Washington exerce une grande influence sur ses prises de décision. Des sources gouvernementales ont confirmé au Times que Rodriguez coordonnait des remplacements avec Washington. D'autres ont déclaré au Times que l'influence de Washington était si omniprésente que c'était comme si Rodriguez gouvernait avec l'oncle Sam lui tenant un pistolet sur la tempe. Tout cela rend la survie de l'une des figures de proue de l'ancien régime encore plus intéressante. Diosdado Cabello Rondon est le ministre de l'Intérieur du pays, contrôlant l'appareil de répression du parti au pouvoir. Vous savez, les voyous masqués envoyés à moto qui ont rendu dangereuse toute contestation publique du régime de Maduro. Sur le papier, il ressemble exactement au genre de personnage que Washington exigerait que Rodriguez écarte, et qu'elle pourrait se réjouir d'avoir l'occasion de poursuivre. Je veux dire, c'est un type avec une prime de 25 millions de dollars sur sa tête à cause de ses liens avec des organisations de trafic de drogue. Qui, selon le Miami Herald, aurait même donné l'ordre de tuer le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui à l'époque était sénateur représentant la Floride. Alors pourquoi n'a-t-il pas été évincé ou au moins déplacé à un autre poste ? Eh bien, il y a 2 raisons possibles. Cabello a des liens plus forts avec Hugo Chavez que quiconque au Venezuela, y compris Maduro. Les 2 étaient amis à l'université et tous 2 ont participé au coup d'État raté de 1992. Ils étaient si proches que, selon Jeff Ramsey, un analyste du Venezuela au Atlantic Council, ils se considéraient comme le successeur légitime de Hugo Chavez et non Maduro. Le garder en poste montre aux chavistes que, malgré les purges, Rodriguez reste loyal envers l'ancienne garde. Deuxièmement, souvenez-vous que c'est un homme qui contrôle l'appareil de répression du parti au pouvoir. Le cousin de Cabello, Alexis Rodriguez Cabello, est l'actuel chef du service bolivarien de renseignement qui a été décrit comme la police secrète du gouvernement bolivarien. Depuis son arrivée au pouvoir, Rodriguez n'a pas démantelé cet appareil. Au contraire, selon l'ONU, elle lui a permis de s'adapter à la nouvelle réalité du pays. Pour faire court, au lieu d'une transition démocratique, Rodriguez pourrait bien prévoir de garder sa mainmise sur Caracas pour longtemps encore. Et pour cela, elle va avoir besoin de Cabello. Pour Washington, étant donné que la priorité est la stabilité au Venezuela, il est probable que personne ne se soucie vraiment de qui maintient cette stabilité, ni de leur manque de scrupules. Ce n'est pas comme si Washington avait déjà soutenu un régime latino-américain autoritaire appuyé par la police secrète. Pour sa part, Cabello semble avoir compris que les vents politiques ont tourné, et il s'est reconverti de pitbull du parti au pouvoir en garant patriotique de la stabilité. Lors d'un rassemblement, il a appelé le public à soutenir Rodriguez, déclarant « Accompagnons notre sœur Delcy ». Ayons une confiance totale dans la capacité, l'éthique de travail et la conscience de la camarade Delcy. Combien de temps cela lui permettra de rester au pouvoir ? Nul ne le sait, mais pour l'instant, cela semble suffisant. Avant d'évoquer les autres factions en lutte pour l'avenir du Venezuela, faisons une pause pour présenter notre dernier projet. Front Stoco est notre espace abonné pour ceux qui veulent approfondir ces histoires et vraiment comprendre ce qui se passe dans notre monde. Pour 5$ par mois, accédez chaque semaine à 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et d'autres bonus comme nos nouveaux podcasts. Si vous suivez l'Amérique latine, nous avons réalisé une vidéo sur la situation au Venezuela après la capture de Maduro, ainsi que des analyses globales, notamment sur la possibilité de gagner la guerre contre la drogue dans la région. En gros, si vous appréciez cette vidéo, vous allez vraiment aimer ce que nous faisons sur Warfront, c'est 5$ par mois. Et maintenant, revenons à la situation au Venezuela. L'opposition. Outre les purges, parlons de l'opposition que beaucoup pensaient devoir diriger le Venezuela après l'éviction de Maduro. S'ils ne sont pas au pouvoir, c'est surtout parce que le président Trump ne les a pas soutenus, affirmant à la presse que l'opposition n'avait pas le soutien nécessaire pour gouverner.
En conséquence, l'opposition s'est retrouvée divisée et marginalisée, et Rodriguez a profité de ces désaccords pour en tirer le meilleur parti. Elle a nommé Oliver Blanco, qui avait travaillé comme assistant personnel d'un chef de l'opposition, comme envoyé en Amérique du Nord et en Europe. Rodriguez n'est pas le seul à parler à l'opposition. Les échanges semblent réciproques. Selon le média hispanophone El Pache, certains partis explorent déjà des canaux de communication avec les chavistes pour gagner du terrain. Ce changement pragmatique indique qu'ils ont accepté que le pouvoir restera entre les mains de Rodriguez pour un avenir prévisible, et qu'il vaudrait mieux collaborer avec elle que d'être laissé pour compte. Rodriguez a aussi cherché à se rapprocher de l'opposition, notamment en adoptant une loi d'amnistie ayant permis à près de 5000 personnes d'être libérées ou de voir leur détention provisoire levée. Cependant, et c'est l'essentiel, la loi exclut ceux poursuivis ou condamnés pour avoir encouragé une action militaire contre le pays. Ce qui pourrait inclure des dirigeants de l'opposition comme María Corina Machado, qui a été accusée par le parti au pouvoir d'avoir appelé à une intervention internationale. Machado, lauréate du prix Nobel de la paix pour son engagement en faveur de la démocratie au Venezuela, était vue comme la favorite pour succéder à Maduro, mais elle reste pour l'instant exclue de la scène politique nationale. Elle est actuellement en exil hors du pays après s'être échappée pour recevoir son prix Nobel de la paix, un prix qu'elle a ensuite offert au président Trump. En son absence, de nouveaux prétendants à la direction de l'opposition émergent, comme Enrique Marquez, un ancien candidat à la présidentielle lors des élections de 2024 qui avait reçu le soutien de Trump. Alors qu'il n'était auparavant considéré que comme un candidat de remplacement pour l'opposition parce que Machado ne pouvait pas se présenter, il a progressivement gagné le soutien de la population à l'intérieur du pays, surtout après son arrestation. Malgré ces vents contraires, Machado prévoit de retourner au Venezuela avant la fin de 2026. Elle demeure la figure d'opposition la plus populaire selon les sondages, et son retour pourrait transformer le paysage politique du pays, surtout durant l'une des périodes les plus turbulentes de son histoire. Nous avons déjà évoqué l'arrestation de Maduro, un événement très déstabilisant pour tout pays. Nous n'avons pas précisé que depuis son arrestation, plusieurs événements jugés impensables par El Pache sont survenus, dont une grève des transports qui a paralysé Caracas. Un opposant libéré a dénoncé la répression chaviste en conférence de presse, tandis qu'une marche syndicale a réclamé de meilleurs salaires et plus de liberté devant l'Assemblée nationale. Jeff Ramsey, analyste de l'Atlantic Council, a déclaré à Al Pace que les Vénézuéliens sont lassés d'un système corrompu et inefficace, et que cette frustration pourrait devenir un moteur de changement. Si María Corina Machado revenait, elle pourrait unir l'opposition derrière elle et exploiter le mécontentement public pour promouvoir un changement social majeur, comme des élections. Car Jorge Rodriguez est resté en poste plus de 90 jours, dépassant la durée autorisée par l'Assemblée nationale pour notre gouvernement intérimaire. Et à propos des élections. Les élections. Lors d'une récente interview avec Al Paz, Jorge Rodriguez, le puissant président de l'Assemblée nationale et frère de Rodriguez, n'a pas précisé la date des prochaines élections. Il a affirmé aux médias que l'économie était la priorité du gouvernement. Ces propos reflètent le sentiment à Washington, où la priorité est de maintenir le gouvernement en place aussi longtemps que possible pour assurer une transition stable et éviter de déstabiliser la situation au risque de faire fuir les investisseurs. En choisissant de mettre Machado de côté et de travailler plutôt avec Rodriguez, qui était auparavant ministre de l'économie du pays et avait reçu des éloges pour sa gestion de l'industrie pétrolière. Malgré les sanctions, Washington semble privilégier la stabilité à des avancées démocratiques immédiates. Rubio avait déclaré que Washington avait un plan en 3 étapes pour le Venezuela: stabilisation, redressement et transition. Le Venezuela est actuellement en phase de stabilisation et de redressement, la transition pourrait prendre du temps. Rubio a également déclaré devant le Sénat que, bien que les élections soient importantes, elles ne peuvent pas avoir lieu tant que le gouvernement contrôle tous les leviers du pouvoir et que l'opposition n'a pratiquement aucun accès aux médias, avec des candidats régulièrement écartés et incapables de figurer sur les bulletins de vote. D'un côté, cela est tout à fait compréhensible. La stabilité et le redressement d'une économie fragile sont importants non seulement pour Washington, mais aussi pour le peuple vénézuélien qui a traversé des crises économiques. Développer des institutions démocratiques prend beaucoup de temps. Comme l'a souligné le docteur Christopher Sabatini, directeur du programme Amérique latine de Chatham House, le Venezuela doit encore beaucoup travailler pour jeter les bases d'élections libres et équitables. Cependant, certains observateurs du Venezuela craignent que le maintien au pouvoir de Delcy Rodriguez ne renforce les mêmes systèmes qui ont éloigné le Venezuela de la démocratie. En gros, le madurisme sans Maduro.
Tom Shannon, un diplomate américain chevronné qui travaille sur le Venezuela depuis les années 1990, a déclaré au Guardian que chaque jour où Rodríguez est au pouvoir est un jour où le Venezuela n'a pas de véritable opposition démocratique. Shannon a ajouté que la pression sur Rodríguez avait diminué car l'administration Trump se focalise sur l'Iran. Pour le citer ici, la pression a diminué car toute notre attention militaire est ailleurs et il n'y a plus la capacité de maintenir la pression au Venezuela. Pris ensemble, tout cela dresse un sombre tableau pour ceux qui espèrent voir le Venezuela devenir une démocratie. Si Rodríguez coopère avec Washington pour écarter ou arrêter les personnes qu'il désigne et donner aux entreprises américaines accès au pétrole du Venezuela, Washington semble accepter de la laisser gouverner. Rodríguez le sait. C'est pourquoi elle nomme des personnes qui lui sont loyales à des postes de pouvoir. Elle parie que, quand il faudra agir, l'administration Trump ne se souciera pas vraiment des élections, ou qu'elle survive à l'équipe actuelle de la Maison-Blanche et soit vue comme la dirigeante légitime du Venezuela simplement parce qu'elle est présente et prête à coopérer avec les États-Unis. Il est possible que nous soyons trop pessimistes et que l'administration Trump pousse finalement Rodríguez à organiser des élections libres et équitables, ce qui serait le meilleur scénario. Et c'est ce que nous espérons, car le peuple vénézuélien mérite l'opportunité de choisir ses propres dirigeants, surtout après le scrutin volé de 2024. Cependant, s'il y a bien une chose que travailler dans le domaine géopolitique nous a apprise, c'est que nous préférons être pessimistes et avoir tort si le pire scénario ne se réalise pas, plutôt que d'être trop optimiste et d'être déçu lorsque le pire finit par arriver. Donc, pour le bien du peuple vénézuélien, nous espérons nous tromper, mais seul le temps nous le dira. Merci de nous avoir regardés.